Bonsoir à tous. Donc on est très heureux d'accueillir Jean-Luc Vernat. Voilà, moi j'ai rencontré Jean-Luc Vernat en 2000, il ne le sait pas. Mais moi, je me rappelle plus. Non, mais c'est dans les vidéos du vidéaste Brice Delsperger. Et pendant très longtemps, j'ai cru que tu étais Brice Delsperger. Ah. Donc voilà, la doublure de la doublure, je pense que tu vas présenter le travail, donc vous allez comprendre. Mais enfin, si je vous dis ça, c'est parce que moi, à l'époque, j'étais essentiellement cinéphile. Et c'est peut-être à partir de ce travail, en fait, que j'ai compris, ou en tous les cas, que je me suis intéressée un peu à la question du cinéma ailleurs que dans le cinéma. Et voilà, donc vous allez comprendre pourquoi, quand il va vous montrer le travail. Donc Jean-Luc Vernat est acteur, entre autres, mais il est aussi artiste. Alors j'ai lu, ça m'a assez plu, que tu aimais plutôt dire de toi que tu étais artiste plutôt que plasticien. Tu préférais qu'on dise de toi, et notamment artiste de variété. Voilà, donc il va nous expliquer. Il travaille aussi également beaucoup, tu vas peut-être en parler, avec une chorégraphe, metteur en scène. Je vais tout dire. Tu vas tout dire, donc c'est parfait. Et il a surtout une pratique du dessin. Voilà, avec... alors oui, et ça m'a beaucoup plu aussi. J'ai lu dans une interview que tu disais que les gens qui te détestent disent de toi que tu es un faux 19e-iste un peu gothique. Voilà. Pour autant, sa culture, effectivement, enfin, tu te retrouves aussi bien dans la Renaissance, et tu dis avoir appris le dessin aussi bien depuis des livres d'anatomie que depuis les X-Men. Voilà, donc culture large, on va le comprendre. Et ça, j'ai trouvé aussi assez... alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais tu racontes aussi que tu es tombé en pamoison, d'où peut-être aussi ton envie d'être chanteur, puisque tu as un groupe aussi, Apologize. Donc tu es tombé en pamoison devant la chanteuse Siou Sissou. Voilà. Ah oui, juste, je voulais aussi par rapport à la question du dessin, parce que c'est vrai qu'on l'avait déjà évoqué à l'école d'art de Bayonne avec la conférence de Bernini sur voilà, des espèces de... peut-être de pratiques qui seraient devenues obsolètes par rapport au dessin. Donc dans une interview en 2012, donc ta pratique était beaucoup liée au dessin, et tu disais, et ça c'est important, hein, même je pense que c'est encore d'actualité, personne ne voulait de ce que je faisais à l'époque, le marché de l'art ne reconnaissait pas le dessin, les galeries investissaient à perte sur moi, je les appelais tous les 2 mois, j'avais mauvaise conscience, je leur demandais de m'enlever de leur liste d'artistes. Pendant 8 ans, ils m'ont épaulé, ce soutien absolu est très rare aujourd'hui. Pas les galeries, ma galerie. Pardon, voilà. J'ai repris texto. Les galeries, ça aurait été bien. Non, ma galerie, c'était déjà parfait. Voilà, donc je suis très heureuse, qu'on t'entende de vive voix nous présenter ton travail, même si évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, on n'a que des projections numériques, donc c'est vrai que pour tout ce qui est dessin... mais voilà, donc en tous les cas, l'occasion d'aller voir en vrai le travail. Voilà, moi je te laisse la parole et encore merci. Merci beaucoup. Donc bonsoir. Quand je fais des présentations de mon travail, je ne viens pas avec un plan bien établi, parce que comme je fais plusieurs présentations de mon travail un peu quasiment tous les ans, et que mon travail, même s'il s'étoffe d'année en année, c'est toujours le même travail depuis le début. Il s'agit d'incarner le mieux possible les mots que j'emploie pour le définir. Et si je suis en mode pilote automatique, du coup, vous avez juste une machine devant vous qui dit un texte par cœur, et c'est un peu nul, et ça ne correspond pas du tout au ton que j'ai dans mon travail et dans ma vie, puisque l'un et l'autre, c'est un peu... Voilà. Ensuite, par quoi je pourrais commencer? Oui, ce sera très décousu, comme tout ce que je fais, comme moi-même. Ce sera une série de digressions, de parenthèses. Il y aura des choses que j'oublierai de vous dire, que j'ai dit dans d'autres conférences. Bon, voilà. Comme c'est une conférence
peut-être un tout petit peu longue parce que je vais vous tartiner avec un peu tout ce que je fais. N'hésitez pas, au lieu de garder pour vous une question hypothétique que généralement on ne pose pas à la fin de la conférence parce qu'on est fatigué, ce que je comprends, de lever la main et de m'interrompre pour dire quelque chose, et ne soyez pas inhibés, même si vous pensez que c'est un peu idiot, parce que quelquefois vous pensez que c'est un peu idiot et ça ne l'est pas du tout. Et des choses un peu idiotes, j'en dirai aussi. Voilà. Donc, quand je découvre le travail d'un artiste, vivant ou mort, j'aime bien avoir quelques informations en ce qui concerne sa vie. Non pas parce que c'est le filtre principal de ce qui définit mon choix de travail, mais je pense que ça donne quelques indications sur le ton qui est le mien quant à mon travail et quant à moi-même. Ah oui, d'ailleurs, comme c'est la première fois que vous me voyez, en vrai, en chair plus qu'en os d'ailleurs, vous pouvez vous demander, un peu logiquement, comme beaucoup de gens dans la rue, qu'est-ce que c'est? Donc, une chose très importante, c'est que à partir de l'adolescence, j'ai décidé une fois pour toutes que la pitrerie était le seul remède pour arriver à essayer de faire glisser le mieux possible l'horreur totale qu'était ce cadeau de la vie, merci, avec son lot de morts, de maladies, de déchéances physiques, le naufrage du vieillissement, même si ça ne me concerne pas, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je suis devant vous, comme je suis devant mon miroir, comme je suis dans la rue, c'est-à-dire fardé, plein de manières, parce que c'est la seule façon que j'ai de me rendre possible à moi-même et supportable. Voilà. Donc je suis issu d'une famille pas riche, du sud-est de la France, qui est un endroit assez gangréné par pas mal de choses, donc d'une famille à droite de la droite, très travaillée par la religion, sans culture, avec plutôt beaucoup de préjugés par rapport à la culture, très homophobe. J'ai subi un training catholique assez lourd, puisque j'ai fait tout ce qu'on doit faire quand on est un jeune enfant catholique, jusqu'à avoir servi la messe. Et puis, 2 ans après avoir dit que j'en avais assez, j'ai été prostituée de 15 à 21 ans, ce qui m'a permis de développer d'abord une lecture de classe, de la société, et aussi de mettre en doute tout ce qu'on m'avait appris jusqu'alors, puisque la plupart de mes clients étaient les aimables pères de famille que j'amenais à l'Eucharistie quelques années plus tôt. Donc j'ai commencé à me dire, tiens, c'est drôle. Voilà, c'est drôle et en même temps, c'est pas drôle. Alors autant en rire. Ensuite, quand le choix de la post-adolescence est venu en me disant qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais travailler comme travailleur sexuel toute ma vie, c'est un travail très difficile quand on le fait avec son cœur, enfin son cœur entre autres. C'est un travail très abrasif. Et est-ce que je vais faire de la pornographie? Ça ne me disait rien. Et donc j'ai fait la somme de mes talents, enfin de mes autres talents. Et en fait, comme beaucoup d'enfants uniques qui sont dans des familles à problème, j'avais une pratique de dessin qui me permettait de m'enfermer dans une bulle. Et puis même quand j'étais parce que bon, je suis parti de chez moi pour être prostituée, mais j'étais aussi punk, et puis post-punk, et puis new wave. Et donc je dessinais sur les blousons de mes camarades, je faisais des trucs dans des fanzines, etc. Donc j'avais toujours eu une pratique du dessin. Une pratique d'ailleurs qui me prenait beaucoup de temps et beaucoup de passion, puisque en autodidacte, j'ai appris l'anatomie, la morpho, dans un livre que j'avais volé à ma prof d'histoire de l'art du lycée, qui s'appelait Anatomie artistique de l'homme. Et le titre, donc ce titre-là, Anatomie artistique de l'homme,
Ça a toujours été une sorte de mantra pour me tenir, puisque je n'ai pas eu la chance de naître dans un corps qui me plaisait. C'était un corps, ça l'est toujours d'ailleurs, même si ça l'est moins, un corps à problème, un corps difficile à tenir. Et donc cette anatomie artistique de l'homme me permettait d'avoir une sorte de rêve de beauté, ou en tout cas d'harmonie. Parce que la beauté, voilà, ma beauté en tout cas. Donc je suis rentré dans l'école où j'ai enseigné après, qui était la Villa Arson, qui à l'époque était une très bonne école. Une école, bah oui, comme quoi les choses ne sont pas éternelles. Et donc je suis rentré en fait sur un malentendu, parce que moi je rêvais, je n'avais aucune culture de l'art contemporain, sauf ce que m'avaient dit mes parents, c'est-à-dire c'est n'importe quoi, un gosse de 8 ans peut faire la même chose, enfin, etc. Et donc, je suis allé à la Villa Arson parce que c'était juste dans la ville où j'étais. Et j'y suis allé avec des grandes anatomies très 19e, à la pierre noire, sur Kraft, avec des rehauts de blanc, avec un peu de morpho, etc. Mais comme j'étais, à l'époque, puisque j'étais très aviné et très drogué, j'habitais dans un corps très très gros, j'avais des grands cheveux très hauts et un grand maquillage très lourd et des résilles sur les bras. Je ressemblais un peu à la fille de Divine, on va dire. Donc du coup, je crois que l'écart entre ce que je montrais et ce que j'étais leur a dit que bon, peut-être ça allait être quelque chose, et c'est tant mieux d'ailleurs. Donc je suis rentré là-bas et j'ai eu mon diplôme en peinture. J'étais un très mauvais peintre, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir un diplôme avec mention, mais heureusement, je n'ai pas continué dans cette voie, parce que, enfin, j'avais abandonné le dessin sur place parce que je n'étais pas d'accord avec l'enseignement du dessin qu'on me donnait. Donc, quand je suis sorti de l'école, comme j'étais très pauvre, carrément très pauvre, je me suis remis à dessiner parce que pour un problème d'économie et de place, puisque je n'avais pas de chez moi, tout tenait dans une petite valise, c'était toute petite économie. Donc, toutes mes pratiques différentes que je vais vous développer, en fait, bon, là, je vous fais passer des dessins petit à petit pour que vous n'ayez pas juste ma gueule en train de parler, quoi. C'est un pape nazi que j'aime bien. Donc, toutes mes pratiques découlent du dessin. Et le dessin, c'est aussi la façon dont je me tiens en tant qu'image mouvante. Et donc, je fais donc une petite parenthèse par rapport au dessin, puisque je suis prof de dessin aussi et prof de nu. Il faut que je qualifie mon dessin et ce que j'en fais. Donc, c'est vrai que je dessine vraiment bien, même plutôt vraiment bien, mais je ne dessine pas si bien. C'est-à-dire que par rapport aux maîtres qui me font frémir, comme Rops, Cubin ou Crumb, ou je ne sais pas, je serai toujours, et aussi à cause et grâce à des blessures narcissiques infligées profondément dans l'enfance, je ne peux pas être fier de ce que je fais comme ça accru. Donc le dessin, pour moi, est une chose comme mon corps, c'est un territoire de correction. Il s'agit de tout corriger et de tout tenir, de tout réinterpréter. Donc, quand je fais un dessin, je le fais sur n'importe quoi, de n'importe quelle taille, et puis après, je le calque. Pourquoi ? Parce que le calque permet d'avoir une version du dessin, enfin, ça devient l'image d'un dessin et pas le dessin. On gomme la nervosité du poignet, le fa presto, comme on dit. On gomme toute la petite nervosité. Et puis, ça me permet aussi, comment dire ? Le dessin, ça peut être le territoire du savoir-faire. Et le savoir-faire, pour moi, c'est comme l'excellente éducation. Quand on vous apprend à très bien vous tenir, très bien vous vêtir, et que vous collez exactement à tout ça pendant toute votre vie, vous devenez Nadine de Rothschild, c'est-à-dire une sorte de vieille pomme de terre qui a l'air d'une merde. Or, si vous avez une excellente éducation, que vous l'oubliez, et qu'il y a ce qui s'est déposé, là, vous avez peut-être de l'allure ou de la classe. Pour le dessin, pour moi, c'est pareil.
Je déteste la vulgarité de la sportivité du dessin. Le regarder comme mon trait est vivace, le regarder comment j'ai fait ça en 30 000 heures, le regarder comment c'est ressemblant, c'est incroyablement... regardez ses mains, on dirait des vrais, ou je ne sais quoi encore. Voilà. Et généralement, les gens qui me reprochent de mal dessiner, d'abord ne savent pas ce que j'inflige à mon dessin pour le rendre supportable à moi-même, mais en plus, généralement, bon, enfin, en gros, quand je vois qui ne m'aime pas, ça me rassure. Donc ce calque, je le photocopie. La photocopie, c'est un truc qui coûte pas cher, c'est un procédé de reproduction hyper cheap, qui me ressemble bien, qui ressemble bien à mon ton de vie. Cette photocopie, je la transfère au trichloréthylène sur plusieurs supports. Donc généralement, c'est du papier d'abord. Ça peut être un mur, ça peut être un voile, ça peut être du bois. Un même motif peut avoir 2 ou 3 vies différentes, puisque à chaque reproduction, il y a, grâce à cette technique, une grande déperdition, et qu'à chaque fois, pour faire revivre le fantôme, la macule qui reste de ce réinterprétation du premier motif, je dois le rehausser d'une façon différente, et donc le réinterpréter. Donc un dessin papier peut se retrouver aussi sur du bois, et peut se retrouver aussi en wall drawing de temps en temps. Ça c'est particulier. Quand j'ai commencé, effectivement, il n'y avait pas de marché du dessin. Le dessin, c'était pas quelque chose... Maintenant, bien ou mal, peu importe, mais beaucoup de gens font du dessin. Il y a un gros marché du dessin. Il y a plein d'artistes qui font aussi du dessin parce que ça fait des pièces pas chères pour faire de l'entrisme dans le marché. Pourquoi pas? Peu importe. De toute façon, pour ce qui est du dessin, comme des autres médiums, ce qu'on voit dans les galeries et dans les musées, il y a évidemment plus de 60% de merde qui ne passeront pas la postérité. Ceci dit, la postérité, moi, je m'en fous. Moi, l'important, c'est d'être un artiste au travail de mon vivant et d'être heureux de ce que je fais. Après, l'histoire comptera les siens. Dans ce que j'utilise comme motif, il y a ce que j'ai pris au début, puisque maintenant j'ai été rattrapé par la mode, mais au début, c'est-à-dire au début des années 90, tout ce que je faisais, c'est-à-dire les madones, les clowns, les faunes, les fées, tout ça, c'était des choses... Oh, on n'en voulait plus, quoi. C'était vraiment dans le chutier du postmodernisme. C'était vraiment des choses qui étaient usées, ressassées. Moi, c'est ce qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est de prendre des choses qui n'ont plus lieu d'être encore et encore réinterprétées, soi-disant, de les exhumer, de les refarder et de leur faire exécuter une nouvelle petite danse pour voir si elles ont quelque chose à dire encore aux gens à l'époque et si ça peut traverser le temps. Moi, je ne tiens pas à avoir un dessin... très XXe siècle, ou très XXIe siècle, ou très XIXe siècle. Moi, je tiens à faire des images qui sont dans une temporalité floue. D'autant plus que dans une seule image, il y a d'abord l'empreinte du dessin et puis il y a le rehaut. Et ces deux temporalités vibrent quand on les regarde. Là vous ne le voyez pas, mais on arrive quand même bien à faire la part des choses de ce qui a été mis dans le dessin par capillarité chimique et ce qui est déposé dessus. Et donc ces deux temporalités font de ce dessin une image ambiguë. Je pense aussi que ma fascination pour l'art, pour le dessin en particulier, et pour ma façon de m'offrir au monde, il y a une fascination pour le mensonge. Je suis absolument fasciné parce que c'est le plus grand moteur de l'humanité et c'est avec ce moteur-là qu'on arrive à faire des choses qui disent et qui restent des choses, des vérités. Une vérité mal assénée est toujours moins crédible qu'un mensonge bien mené, que ce soit en art, en amour, en politique, ça on le sait, en sexualité. Je suis fasciné par le mensonge et je suis moi-même une sorte de mensonge puisque
Je devrais être une sorte de gros monsieur de 50 ans qui porte les stigmates de sa vie de polytoxicomane, etc., etc. Et finalement... Merci. Il y a des dessins qui sont un peu plus sur une sorte de réflexion sur l'actualité. Là, par exemple, ce clown atroce qui dit « Art as an enterprise », c'est un peu ce que je pense de la façon dont on est censé mener sa barque en tant qu'artiste dans le marché tel qu'il est en train de bouger assez atrocement depuis de plus en plus vite depuis quelques années. Moi, je fais 25 dessins par an, pas plus. Je refuse d'être squeezé. Et de toute façon, j'ai une galerie, j'ai de la chance. J'ai une galerie qui ne squeeze pas, qui ne presse pas les artistes comme des citrons pendant que ça marche. Et on peut avoir des pannes d'un an pour certains des artistes d'Air de Paris, et ils restent dans la galerie. La plupart des grandes galeries parisiennes qui marchent à l'international, quand ils ont des artistes qui ont une petite panne ou une petite faiblesse, ils les jettent comme des malpropres parce qu'ils ne jurent que par le commerce et ils n'ont pas de vision de l'art. Je pense à, enfin, que ce soit Perrotin, Kamel Menour, etc. Ce sont des gens d'argent. Moi, j'ai de la chance de travailler avec Air de Paris. Je leur fais de la pub parce que c'est des gens qui sont dans la scène artistique, avec un grand A. Le motif de la Paramount est un motif qui est récurrent depuis 20 ans, que je décline et que je digresse et que j'altère. Alors il y a par amour, il y a pur amour, il y a par amour, il y a par amor quand je fais les pièces en Espagne, etc. Donc là j'ai repris la Paramount et c'est juste la montagne de la Paramount que j'ai un peu aménagée. Bon, je fais toujours un peu des super-héros, ça c'est pas un très très bon dessin, mais bon, juste pour vous montrer. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire de mon dessin? Je fais la plupart de mes transferts sur du papier jauni de récupération, parce que c'est un papier qui est comme moi, qui a déjà beaucoup vécu, parce que c'est un papier qui est en train de mourir, comme nous tous, puisque c'est un papier qui est en train d'être victime de son acidité, qui a perdu sa blancheur, et qui vieillit comme la plupart des humeurs humaines, comme la salive, la lymphe, la sueur, dans ces ambrés qui sont extrêmement humains. Oui. Pour une fois. Ce n'est pas mon bébé. Je décline. Alors, j'ai beaucoup de dessins ouvertement anticléricaux parce que la violence des idéologies religieuses me heurte au plus haut point, d'autant plus maintenant, là, depuis quelques années où toutes les religions commencent à monter au créneau. Et voilà, donc j'ai un grand respect pour la foi quand elle est privée, de l'ordre du privé. Je pense qu'il est plus sain d'exhiber sa sexualité que sa religiosité. Moi, je ne suis pas athée, je suis agnostique, mais dès que le fait religieux commence à se mêler des libertés, là, ça ne va plus pour moi, ça devient irrespirable. Donc, je reviens, comme moi, mon training a été catholique. Si j'avais été juif ou musulman, je travaillerais sur ma religion première, mais moi, ma religion première, ça a été d'être catholique. Donc, je reviens et je remets le couvert assez régulièrement. Ça, c'est un dessin sur... alors, vous n'êtes peut-être pas au courant de cette horreur capitaliste, parce que quand je parle de religion, le capitaliste en est une. Cette horreur capitaliste qui est l'Artist Pension Trust. Je ne sais pas si vous connaissez cette horreur, qui s'appelle, dont l'acronyme est APT. Donc là, c'est le sigle de l'Artist Pension Trust que j'ai transformé en une sorte d'allégorie. J'aime bien travailler avec les allégories parce que c'est aussi c'est quelque chose de très désuet. Je suis amoureux des choses désuètes parce que moi-même, je suis une chose un peu désuète. Je porte l'oriflamme de la vieille tante
extrêmement traditionnel. Je porte aussi la casquette du vieux punk ou du vieux destroy, etc. Et ce sont des choses extrêmement traditionnelles. Et j'aime bien montrer que la tradition n'est pas question de réaction, parce que les gens qui se réclament de la tradition, généralement, sont des réactionnaires qui sont vraiment qui n'ont pas leur place, à mon avis, dans l'art contemporain ou sur la scène artistique, et encore moins dans une école. Moi, j'aime bien interroger ces choses-là pour montrer que les traditions peuvent être aménagées et réinterprétées, et qu'elles ont des choses à dire et des ouvertures. Ça, c'est une Bible. Il y a écrit Holy Bible sur la couverture. Là, c'est une pièce que j'avais fait au MAMCO à Genève. Oui, parce que, entendons-nous bien, je suis un vieux destroy, je ne fais que 25 dessins par an, mais j'appartiens quand même à de nombreuses collections internationales, le MAMCO, le MoMA, le machin, quand même. Hein. Chérie. Voilà, donc ça c'est au MAMCO. J'ai fait un all-over de wall drawing, comme ça c'était un acte vraiment jusqu'au boutiste de ce que je peux faire en dehors d'un support et en dehors de la chose vendable. Parce que fabriquer des pièces pour le marché, c'est une chose qui me pose problème. Parce que est-ce que je dois, à l'âge que j'ai, quel qu'il soit, me transformer comme nombre de mes congénères, avec des gros guillemets, en patron? Est-ce que je dois rester dans cette forme de syndrome de Peter Pan et de rester un humble artisan, enfin humble, avec des guillemets aussi? Donc c'est quand même toujours une question, voilà. Et puis aussi à qui je sers la soupe. Mes dessins ne sont pas très chers, ils sont abordables. Bon, évidemment, ils ne sont pas abordables pour des étudiants, pour la plupart des étudiants, je ne me leurre pas, mais je ne travaille pas que pour le grand capital. Je ne suis pas un patron pour les patrons, voilà. Je n'ai rien contre la bourgeoisie, c'est grâce à la bourgeoisie que je mange, puisque c'est les bourgeois les plus éclairés qui achètent mon travail. Mais voilà, il s'agit de savoir à qui on sert la soupe. Et quelquefois, le doute, quand il s'installe, peut me couper les mains pour un bon moment. C'est d'ailleurs pour ça que je peux prendre mon oxygène dans d'autres médiums. Ça, c'est une grande pièce, c'est un grand tonneau sur bois qui mêle à la fois un portrait donc, de ma chanteuse favorite. Quand on est sur cette chose désuète, c'est ma muse, n'est-ce pas? Donc j'ai mixé son portrait, surtout son portrait dans un clip de sa chanson Swimming Horses en 84, avec un médaillon funéraire de Charles-Auguste Préau, qui est un sculpteur du 19e siècle. Et j'ai éteint cette image dessinée sur bois sous 2 couches de soie noire tendue, ce qui fait que le dessin apparaît aussi clairement uniquement quand on est vraiment de face, et que dès qu'on est un peu de biais, tout redevient noir. Et pour en remettre un petit coup dans le 19e, puisque c'est la grosse insulte ou ma grosse faiblesse pour certains, là j'ai fait vraiment l'enterrement de première classe avec des boas et des plumes de casoar et de coqs et d'autruches, etc. Façon, oui, enterrement de première classe et un peu bordel aussi. Ça, c'est un autoportrait avec mon cran d'arrêt. Ça, c'est le dessin sur bois, mais la version papier. Les dessins, ils sont comme ce que je fais de mon visage, c'est-à-dire que sur quelque chose de hautement perfectible, j'augmente les contrastes et je finis au maquillage. Ça, c'est un petit clin d'œil sur le dripping. D'ailleurs, il s'agit pour moi aussi de visiter, en parlant de tradition, il y a une tradition extrêmement française qui choque et qui amuse beaucoup les autres pays, qui est la coprolalie. La coprolalie, c'est l'art de faire des conversations entières sur la déjection, les
paix, la merde, et toutes ces choses, et de les rendre attrayantes et spirituelles. Et j'aime bien relever ce petit défi amusant et extrêmement français. Bon, là, c'est la lyre d'Apollon qui devient un coléoptère. Ça, c'est un exemple d'accrochage un peu étrange. C'est un portrait de ma main droite qui tire un trait. Donc évidemment, il y a tirer un trait, il y a à la fois la danse, la main. Une image, pour moi, n'est intéressante que si elle a plusieurs lectures et plusieurs entrées, parce que sinon, c'est juste une image. Et c'est aussi pour ça que je fais si peu d'images. C'est parce que des fois, il n'y a pas urgence, des fois, c'est que du plaisir. Et le plaisir, ben, c'est domestique, ça ne se montre pas. Si c'est juste un acte de plaisir, ça ne dit rien. C'est de la gym. Donc j'aime bien que les choses aient un minimum de sens. Moi, je ne suis pas un grand intellectuel. D'ailleurs, c'est toujours une blessure pour moi, parce que j'admire ça, les gens qui arrivent à s'envoler. Mais j'aime bien donner une épaisseur et plusieurs entrées à un même motif. Puis dans les macules, on peut lire des fantômes, il y a l'art de la tâche, des souvenirs de Victor Hugo. Suxi-Suc m'intéresse en tant que muse parce qu'elle a eu plusieurs corps, plusieurs visages, et elle incarne aussi une tradition de la parque, de la magicienne, de la veuve, Voilà, c'est quand même une figure terrible de la femme, une figure noire qui traverse aussi toute l'histoire de l'art. Je m'attache beaucoup à l'histoire de l'art. J'aime bien réinterpréter l'histoire de l'art. En fait, je m'en sers comme je me sers des chansons que je reprends avec mon groupe, parce que mon groupe, je reprends, c'est à peu près 60% de reprises. L'histoire de l'art, c'est les grands airs. Donc quand on fait un récital, il s'agit de donner aux spectateurs autre chose que le disque qu'ils connaissent. Et donc moi, j'interprète les grands airs, c'est mon truc. En fait, je suis quasiment autant un interprète qu'un auteur. Il s'agit bien sûr d'appropriation, mais il s'agit de digestion aussi. Ça, c'est pratique d'atelier, donc quelquefois, ça, c'est une sorte de pudding que je fais avec les restes. Quand je fais une session de 10-15 dessins, ce qui ne m'arrive pas très souvent d'ailleurs d'enchaîner 10-15 dessins, il y a des bouts de dessin dont je ne me sers pas et dont je fais une sorte de collage, puisque mes dessins aussi s'apparentent beaucoup au collage, à l'hybridation, marcotage, etc. Ça, c'est un dessin qui m'a permis d'imaginer une partie des maquillages que j'ai réalisés sur moi pour le film de Brice Delsperger dont je vous montrerai un court extrait à la fin. Donc là, c'est Ave Maria, c'est transformé en Avou Maria, bien sûr. Ah, oui, autre chose. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais je suis homosexuel. Si. Et en fait, il y a une chose très importante pour moi, qui est de ne surtout pas faire de l'art homosexuel. Parce que, quel qu'il soit, l'art communautaire, ce n'est pas de l'art pour moi, c'est de la communication. Et les femmes qui parlent de la féminitude, les noirs qui parlent de leur négritude, les pédés qui parlent de leur péditude et les gouines qui parlent de leur gouinitude, je trouve ça mort dans l'œuf. Ça avait une importance, ça a eu une importance, il y a quelques grands artistes qui ont pointé ces choses-là à un moment où c'était vraiment complètement enterré et complètement caché. Mais maintenant,
je pense que le combat, car il y a toujours un combat à mener, quel qu'il soit, doit se faire avec plus de dilution dans la société. Je mets toujours un point d'honneur à dessiner toujours ce genre d'homme très beau pour moi, mince et musclé, délié, mais aussi des gens en problème de poids, et aussi des très belles femmes, et aussi des moins belles femmes, ou aussi des femmes à la beauté un petit peu plus fragile, et des grosses personnes, et des bébés, et des nègres. Je parle de nègres dans le sens vraiment le plus noble du terme. Je parle de la négritude. Et des handicapés, et etc., etc. Je me situe au milieu de la société, et surtout pas dans un couloir idéologique, d'autant plus que les gays, puisqu'il s'agit de mes cousins, quand ils sont sortis du placard dans les années 80, ils se sont hâtés d'y faire rentrer les anarchistes, les pauvres, les gros, les moches. Donc je ne me suis jamais reconnu dans cette communauté. Voilà. Ce dessin-là n'a d'intérêt que quand on voit, mais là vous ne le voyez pas, le faucon qu'il a sur lui a fait caca sur la main, mais on ne voit pas. J'essaye de faire, alors avec mon passé de travailleur sexuel, j'essaye régulièrement de faire des dessins frontalement pornographiques ou érotiques, parce que je trouve que c'est un sacré challenge, et à chaque fois ça vire ailleurs. Donc là, en fait, ce prestataire de service qui offre une fellation à son client, en fait, son client lui arrache la peau du dos et libère l'humeur noire que l'autre était censé lui pomper. Et il y a des petits yeux dans la... Enfin, là, vous avez c'est un petit dessin et les détails sont tout petits. Donc, ça n'a rien à voir avec la qualité de la projection. C'est vraiment un dessin de proximité. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le goûter en entier. Donc ça, c'est des états d'âme. Alors ça, c'est une femme qui vient de chier sa tête. J'ai fait ce dessin surtout parce que dans les années 90, j'avais fait un homme qui avait chié sa tête. Dans les années 90, j'ai eu une très, très longue dépression nerveuse quand j'ai arrêté les amphétamines et que je les ai repris après. Et c'était un état d'âme que j'avais traduit dans cette petite danse de gestes. Et 15 ans après, je me suis dit que c'était très sexiste d'avoir fait que la version masculine, donc j'ai fait cette femme. Ça, c'est un dessin qui s'appelle Le Patriote. Je réinterprète, ça c'est vraiment une réinterprétation. C'est une affiche de la sécession viennoise que j'ai transformée, que j'ai adaptée et dont j'ai fait une histoire personnelle. Dans la qualité des noirs, il y a des choses assez fines qui se passent. Hein. C'est pas juste un... Je passe rapidement sur les dessins les moins... Ah oui. Ça, c'est pour... juste pour parler rapidement du temps que les gens passent à regarder un dessin, même quand ils l'achètent. Il y a des gens qui m'ont acheté ce dessin pour la mettre dans la chambre de leur enfant. Voilà, avant qu'ils s'aperçoivent que c'était un enfant qui se faisait une trachéotomie avec sa baguette magique. Et quand je leur ai expliqué en plus que c'était un petit garçon qui se faisait une trachéotomie pour mimer par son saignement les menstruations, ils ont fait un échange. Ça, c'est issu d'une série où je fais danser les morts de l'histoire de l'art. Alors, il y a la mort du jeune Barra, de David, donc c'est le jeune Barra qui est mort aux barricades. Et en fait, je copie le jeune Barra, et puis je le mets sur ses pieds, et je lui fais donc exécuter cette espèce de petite danse un peu serrée, comme ça. Et donc, je fais danser, comme ça, les morts de l'histoire de l'art. Il y a une femme de Sardanapale qui se retrouve à faire un jerk endiablé, etc. Ça m'amuse. Puis c'est le côté, justement, post-mortem de la chose. C'est-à-dire que, oui, à un moment, c'est des choses qui sont entendues,
David, bon, c'est au musée, c'est refroidi, on voit ça dans les livres d'histoire, mais en fait, on peut prendre encore de la joie dans ces motifs et du sens. Ça, ce serait une bonne introduction à mes photos, puisqu'il s'agit, ça s'appelle cet éternel petit problème, de cet ange très bien en chair, avec des gros sabots et des toutes petites ailes qui essayent de décoller du sol à grand-peine. Donc évidemment, c'est le couvercle baudelairien, mais c'est évidemment, par rapport à cette génétique contraire qui voudrait m'enfermer dans un corps que je ne désire pas. Voilà. Bon, avec mon passé de travailleur sexuel, je préfère toujours m'attacher au moment de la fin de la sexualité et des chutes de libido, plutôt que de m'attacher à la gloire animale de la chose sexuelle, parce que je trouve que c'est des moments infiniment plus poétiques pour moi. Et nous sommes à une époque où on doit absolument être sexuel et on doit être absolument performant et on doit absolument aligner les performances. Enfin, on est dans un truc de sport et de compétition comme dans le marché de l'art. Et c'est pas ce qui m'intéresse non plus dans le sexe. Donc voilà. Ça, c'est une série c'est des tout petits dessins, c'est des pages arrachées de livres de poche. Donc il y en a vraiment une grande série. Et donc c'est des prophètes. Il suffit de mettre une barbe et des cheveux longs à un homme et de lui donner l'air pénétré pour qu'il ait l'air d'un prophète, que ce soit en religion ou en politique. Donc voilà. Ça aussi, par exemple, c'est une... Évidemment, il y a les vanités, mais cette fracture du crâne ornée d'une perle et ce cierge éteint, c'est vraiment c'est clairement des sexes, une vulve. Le véronal, ce mot qui contient les lettres de mon nom, enfin là c'est un autoportrait en taches. Et le véronal, c'était le barbiturique qu'utilisaient les comédiennes hollywoodiennes des années 30 pour passer l'arme à gauche. C'est ça qui m'a amusé. Donc il y a des Wonder Woman transsexuels, ça c'est un peu littéral, mais il n'y a pas de petit plaisir. Cette Vierge Marie en deuil qui danse avec son fils qui est fraîchement décroché de la croix, au-delà de l'image un peu encore anticléricale, ce qui me plaît surtout, c'est cette forme-là qui est la forme de la mandorle. Vous connaissez la mandorle? La mandorle, c'est cette forme-là qui orne les tympans de certaines cathédrales et qui est juste une traduction stylisée de la vulve, ce qui fait que toutes ces familles très pieuses passent en fait sous des énormes chattes de pierre. Et j'aime ça. Encore un par amour. J'en ai fait pas mal en 20 ans, donc je ne vais pas tous vous les asséner. Donc par amour, c'est ce qui me permet aussi de m'éloigner de la figure humaine, parce qu'être toujours dans cette obligation du corps qui est la mienne en tant qu'être vivant, quelquefois j'ai besoin de m'échapper sur d'autres paysages. Et puis c'est aussi, évidemment, c'est toutes les saisons de l'amour, donc quelquefois c'est... La montagne devient un volcan éteint, quelquefois ça fleurit, quelquefois c'est des bourrasques, quelquefois, etc. Ça, c'est un ange mal né, évidemment, puisqu'il a les ailes qui lui sont poussées devant. Mais ce qui est le plus intéressant, je pense que c'est... s'il y a quelque chose d'intéressant pour moi, en tout cas dans ce dessin, c'est plus ce greffon, enfin ce qui n'est pas encore un greffon que j'ai fait après en greffon, cet index qui mime le talon haut, et qui dit surtout c'est de là que je parle. Comme j'ai eu à la fois la chance et la malchance d'avoir une mère qui est une véritable ordure, je peux visiter les maternités, ce motif de la maternité, comme on
présente depuis le début de l'histoire de l'art, en lui donnant un ton, là où on arrache le sein nourricier, ou que sais-je encore. Je suis poursuivi, c'est un gris-gris, hein, par cette étoile que j'ai tatouée maintenant sur quasiment tout le corps et dont j'orne mes dessins. Et l'étoile, c'est la chose magique, c'est aussi la chose de l'enfance, entre autres. Je pourrais faire un chapitre sur l'étoile. Et un des côtés de mon travail, c'est évidemment l'étoile contre la croix. Et là, cette fée, que je pense travestie, puisque vu l'épaisseur de ses clavicules, pisse sur le cierge de cette vierge et lui décroche sa couronne avec sa baguette magique. C'est encore un autoportrait, d'après une phrase de Dennis Cooper, qui est celui qui signe les livrets de Gisèle Vienne, qui est la chorégraphe qui m'emploie en tant que danseur. Ça, c'est un autoportrait avec cet appareil reproducteur si lourd à porter, même si je n'ai jamais été tenté par le transsexualisme, mais être un homme et avoir une sexualité masculine, c'est quand même une obligation et un présupposé extrêmement lourd. Et voilà. Et comme c'est un chien rasé, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a écrit shave et que la plupart des gens, et même la personne qui a acheté le dessin, croyait qu'il y avait écrit shame. Ça, c'est un dessin que j'ai envoyé à Loris Gréau, où il y a écrit « Maintenant, crève, sale petite merde ». Une dédicace. Le visage de Elvis Presley, quand on lui met un foulard, ça devient une madone assez facilement. C'est ce qui m'a amusé ici. Bon, il y a des passages de la Bible que je réinterprète d'une façon assez drôle. Là, c'est un dessin qui s'appelle « 69 », où les gens qui devraient être affairés à faire ce qu'ils font, finalement, se livrent à des petites digressions pour faire passer le temps. Un ange ouvrier qui porte un petit monticule de ciment qui est une montagne par amour. Bon, celui-là qui est assez illisible de toute façon parce que là il y a un homme qui sort d'une sorte de matrice de jambes de femme, mais bon, là c'est difficile de... Ça, c'est la réinterprétation d'une photo célèbre du mouvement punk où il y a Jordan Hicks, Chrissy Hynde et, comment s'appelle-t-elle, cette couturière anglaise, Vivienne Westwood, qui posaient avec les lettres du mot sexe peintes en rouge sur leurs fesses, sexe étant le nom de la première boutique de Malcolm McLaren et Vivienne Westwood sur King's Road, où les punks venaient s'achalander en affutio pervers. Et j'en ai fait donc un dessin qui s'appelle Park Avenue, avec toujours, ça fait un peu libé, hein, ce genre de jeu de mots un peu facile. Donc ce sont les trois parcs. Bon, vous connaissez les parcs, celles qui filent, celles qui tissent et celles qui coupent le fil de la vie, et qui ont tatoué sur leur cul tout l'alphabet, sauf les lettres du mot sexe. Et là, évidemment, je parle de ma sexualité, puisque même si, heureusement, j'ai goûté aux femmes, j'ai finalement choisi les hommes, et que donc, sur leur cul, j'ai tout lu, sauf le sexe. Ça, c'est un autoportrait. C'est un cheval de trait qui essaye de ressembler à un pur sang arabe en portant un corset, qui est un dessin effectivement assez drôle et finalement d'une grande tristesse. Le petit oiseau mort sur le dos, c'est aussi un motif
qui me poursuit depuis longtemps. C'est un emprunt aux vanités, mais c'est aussi, il y a, et là on retend ce lien entre haute et basse, enfin entre culture savante et culture populaire. Phantom of Paradise de Brian De Palma, c'est le mythe de Faust, mais en rock-opéra. Et le diable est un patron de maison de disques qui s'appelle Death Record, et le sigle de la Death Record, c'est ce petit oiseau mort sur le dos. Ça, c'est une fée, sans doute transsexuelle, qui, post-mortem, réassemble un phallus avec un petit vol de mythe. Bon, là, je vous ai un peu tartiné avec les dessins, c'est bon. Ah oui, juste celui-là qui est assez drôle. Rosa Mystica. Donc, la Vierge, voyant son fils décloué, se mit à verser des larmes de sang qui, quand elles ont touché le sol, se sont transformées en rose rouge. Mais bien sûr. Et donc, voilà, là, j'ai préféré parler des menstruations de Marie. Parce que quand même... Ça, c'est un dessin sur voile. Donc, c'est un grand dessin qui tient au mur par des crans d'arrêt. Les accrochages que je fais, il y a souvent, les dessins sont présentés sur des murs qui sont eux-mêmes ornés et se mélangent avec soit des baguettes magiques que je soude ou que je fais souder quelquefois. Là, c'est des accrochages. Voilà. Je vous passe rapidement sur les digressions sur bois que je fais, les interprétations sur bois que je fais, parce que c'est du dessin. Je vais vous parler du dessin et d'autres choses. C'est pas la peine non plus que je vous prenne toute la soirée avec le cul qui grignote sur un tabouret. Donc tac, voilà. Donc celui-là, vous l'avez vu. Il est un peu mieux. Oh bof, oui, j'allais dire, il est un peu mieux photographié, vous ne voyez pas. Là, vous le voyez mieux. Là, c'est un dessin qui disparaît sous deux couches de... C'est un grand dessin sur bois qui disparaît sous deux couches de soie couleur chair, comme de la lingerie. L'intérêt de ce dessin, s'il en a un, c'est évidemment qu'il est accompagné par ces petits condiments en 3D qui sont des choses, des gris-gris, des choses qui appartiennent à mon univers domestique, mais surtout ce petit garçon qui chausse les talons hauts de sa mère, son petit sexe est fait avec une virgule de maquillage. C'est vraiment juste... Ça, c'est une mort un peu buto, vous voyez pas très bien, ça c'est un par amour. Ça, ce signe-là, c'est à la fois évidemment deux doigts qui s'enfoncent dans la surface du tableau par un orifice ou par je ne sais quoi, et aussi quelque chose de satanique, mais aussi ce qu'on fait dans les concerts de rock, et aussi en langage sourd-muet anglais, c'est I love you, I love you. Et au-dessus, il y a toute une partie de ma vie, mes anciens perfectos, dont certains sont signés par des rockstars, et mes perruques, et mes plugs anal, et mes cock rings, etc. Ça, c'est un grand par amour, très grand. Ça, c'est un encore plus grand. Alors, ce qui est drôle et qui est assez triste, c'est que pendant 20 ans, j'ai croisé un mec que j'aime bien, qui s'appelle Eric Troncy, qui avait toujours ce même gimmick quand il me voyait. Il me disait « Ah, bonjour Jean-Luc Vernet, mais pourquoi des dessins aussi petits ?» Ça me faisait rire, et puis ça m'a moins fait rire, et puis à la fin, ça m'emmerdait vraiment très fort. Et puis un jour, j'ai fait cette pièce-là, ce gros diptyque en bois, avec tout ce que j'avais en fait sur ma table de nuit, c'est-à-dire toutes mes têtes de mort et les machins, etc. Et je suis rentré dans la collection du musée d'art moderne et contemporain de la ville de Paris. Et je me suis dit, ah ben voilà. Triste réalité. Triste réalité. C'est vraiment tellement idiot, alors qu'on peut acheter, quand on est un grand
Quand on a la classe du MoMA, on achète un lot de petits dessins, parce que c'est une personne qui fait du dessin. On n'attend pas que la personne qui fait du dessin sorte de cette question du genre il ne serait pas frappé par le complexe de Peter Pan. Ah ben non, il peut faire gros, donc il peut faire cher, donc il peut faire bien. C'est horrible. Alors, les photos. Donc, les photos, je regarde, on est dans les temps. Un jour, donc si vous n'avez pas encore vu mes photos, je suis à poil, hein, donc voilà. D'ailleurs, ce qui m'a bien plu la dernière fois, vous connaissez comment il s'appelle cet idiot, Jean-François Copé. Quand il a commencé à donner la main aux Jours de colère et aux autres Ludovine de la Rochère et je ne sais qui, a attaqué un livre qui s'appelait Tous à poil, en disant que c'était clairement sexuel, etc. Et puis après, il a fait un pas en arrière quand il a vu qu'il était vraiment, vraiment trop con. Et il a dit un truc finalement très juste, qui en disait long sur son endoctrinement et son idéologie à lui, mais qui en disait vraiment long sur la nudité. Il a dit, la nudité, c'est marxiste. Et j'ai trouvé ça juste merveilleux. Et je me suis dit, ben oui, la nudité, c'est marxiste, sans tous ces oripeaux qui donnent plus ou moins un ton ou une époque. On est tous les mêmes animaux, potentiellement magnifiques. Et donc la nudité, c'est toujours un combat à mener dans le lieu de l'art contemporain. Un peu tristement d'ailleurs, parce que normalement, au XXIe siècle, les choses devraient être entendues. Mais il se trouve que la nudité frontale, et en plus masculine, c'est un truc qui passe pas, qui passe très très mal. Je suis un exhibitionniste, etc., etc. Ce qui me fait... C'est vrai, ceci dit, c'est vrai, je suis un exhibitionniste. Mais l'art n'est pas le lieu de mon exhibition sexuelle. Alors, un jour, en 1999, on m'a proposé de faire une expo en ligne, c'est-à-dire un rendez-vous en webcam avec des internautes. Je n'avais pas d'ordinateur, je ne connaissais pas Internet. J'ai dit oui. Et je me suis dit, merde, alors, voilà. Donc j'ai commencé à voir les différents projets des différents artistes en me disant, oui, ça c'est marrant, c'est pas mal, ça c'est très con, ça c'est nul. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Je vais peut-être faire un cours de dessin. Alors j'imagine le paperboard avec un cours de dessin. Je me suis dit, non, ça va faire un peu l'île aux enfants, un peu gribouille, ou je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire Et là je me suis dit, ah oui, en fait, non. Comme en cours de dessin, j'utilise des corps nus, et bien cette fois-ci, c'est moi qui vais faire le modèle. Puisqu'en plus, en 99, je venais de récupérer mon corps après un énième naufrage, puisque j'ai eu quand même plusieurs corps différents dans ma vie. Et je me suis dit, donc je vais poser 5 minutes pour des pauses courtes. Et puis là, je me suis dit, oh là, quelle horreur, c'est gay. Genre le truc, en 99, j'avais quel âge ? J'étais plus jeune. Et je me suis dit, bah voilà, évidemment, l'artiste se montre nu en disant, regardez, mon ventre est plat, on voit mes abdos, j'ai des deltoïdes, j'ai un pénis absolument magnifique et tatoué, j'ai les seins percés, voilà, j'ai du maquillage, je peux me délier devant la caméra, etc. Et je me suis dit, c'est gay, c'est horrible. Genre, c'est le truc, c'est l'écueil total. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Et puis... je me suis dit, bon, l'histoire de l'art, moi, c'est mon refuge. Quand j'ai pas d'idée, je me dis, bon, peut-être, je sais pas, peut-être ça va me faire un peu comme les boules de neige, ça va me faire un peu comme ça. Et je suis tombé sur une statuette de la 18e dynastie, une statuette en terre cuite de la 18e dynastie égyptienne de la reine Karomama, que je ne connaissais pas. En plus, moi, l'art égyptien, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Enfin, jusque-là, parce qu'en fait, après, pas. Et en fait, cette femme penchée, qui tenait quelque chose qu'elle n'avait plus dans les mains parce que ça avait disparu dans les fouilles, avait exactement la même position que ma chanteuse préférée dans un concert que j'avais vu, en introduction d'une chanson dont je me rappelais, en tenant ces deux espèces d'arceaux grelots comme ça. Et là, je me suis dit, the perfect match.
Et j'ai trouvé 50 occurrences qui ont fait 50 poses utiles pour le dessin. Et après, restez avec nous. Et après, j'en ai fait des pièces, j'en ai fait des photos. Et là, par exemple, ça, c'est entre histoire de la photo et histoire du rock. Donc là, c'est les Big News de Newton. Et en même temps, il y a, je crois qu'il y a Siouxsie Sioux, il y a Patti Smith, il y a Henry Rollins et il y a Luxe intérieur des Cramps. Là, c'est les dernières. C'est celles que j'ai fait il y a 2 ans, avec le corps que j'avais il y a 2 ans, c'est-à-dire avant les stéroïdes et avant le coach et la nutritionniste et... Parce que le vieillissement et la trithérapie qui donne... parce que vous savez que les malades du sida, dont je suis, ont un syndrome absolument parfait avec un nom qui en dit long, qui s'appelle la lipodystrophie. C'est merveilleux. C'est-à-dire que déjà, quand on est peut-être... on a tendance à prendre un peu de poids, mais là, ça va juste 10 fois plus vite et ça se met dans des endroits... vraiment pas bien. Donc là, maintenant, c'est coach, machin, des piqûres, un peu de chirurgie, un peu de machin, c'est de la correction. Hein. Donc là, c'est des poses. Je n'ai plus j'ai plus le détail en tête, hein. Mais il y a tout le monde du rock'n'roll, toutes mes idoles. Et il y a, là, lui, c'est le Kouros Agrigent et Patti Smith à la fin d'une chanson, et aussi Barbara, parce que j'aime bien mélanger un petit peu de chansons françaises, la posture du puriste rock'n'roll, comme la posture de puriste de quoi que ce soit. Je trouve ça tellement intenable et tellement asséchant et tellement stupide que j'aime bien mettre un peu de Johnny Hallyday même, ou bien de... bon, Johnny Hallyday, je l'aime pas, mais Barbara, je l'adore, je l'ai vu en concert 2 fois. Ou Marie Laforêt, ou peu importe. J'aime bien avoir des petits contrepoints comme ça, parce que si c'était que le grand, le Hall of Fame du punk et de la New Wave, etc., ce serait un petit peu micro-niche. Et moi, en fait, je suis plus éclectique que ça. Donc voilà, vous voyez, ça donne des pauses académiques, qui sont des occurrences entre histoire de l'art et histoire du rock, où on tisse encore ce lien, je l'espère, tendu, entre une haute et une basse culture, ou entre une culture savante et une culture domestique, une culture populaire. Voilà. Tac, tac. Ah, je m'appesantis un tout petit peu sur celle-là, parce que c'est le début de ma nouvelle série, qui est des duos ou des trios, où mon corps joue par contraste et différemment avec plusieurs personnes. Là, je vais avoir un danseur de voguing black, je vais avoir une femme absolument sublime, une actrice folle avec un corps somptueux, je vais avoir une copine à moi, je vais avoir un homme de mon âge qui n'a rien fait, lui, et qui a laissé élégamment son corps vieillir. C'est une élégance que je n'ai hélas pas. Et là, donc, je fais cette photo avec François Saga, qui est un copain, et qui est un... vous tapez François Saga sur Internet, c'est ce qu'il y a de plus gros en star du porno gay international, les Français. Donc, c'est Apollon et Daphné, du Bernin, comme vous l'aurez reconnu. Moi, je suis Daphné, vous le savez. Et lui, c'est Apollon, mais ça se voit. Ses fesses, mon Dieu, c'est pas possible. Et c'est aussi, dans un concert de Led Zeppelin, le moment où une fan est montée sur scène pour se saisir du chanteur, et je la comprends, et un roadie a couru derrière elle, l'a saisie et l'a balancée dans le public. Et là, il y a un footage de presse où j'ai fait un entre-deux entre les deux, parce qu'elle n'est pas exactement comme ça, mais c'est vraiment pris dans la course, et lui l'a saisie avec un peu moins de grâce que François quand même, et que le Bernin. Et qu'est-ce qui est intéressant pour moi dans cette photo, à part le fait de faire un duo au lieu d'un solo, et voilà. En fait, il s'agit d'un roadie qui se saisit d'une fan. Il s'agit d'un homme qui contraint une femme. Et il s'agit d'un dieu qui contraint une femme, déjà, donc c'est encore un homme qui contraint une femme, et c'est un dieu qui contraint une mortelle. Et c'est aussi François Saga et moi, c'est-à-dire un homme
Et je l'ai fait poser en lui parlant de ce que je faisais de son corps, et il a eu l'intelligence de l'accepter. François a le corps de l'industrie. François a le corps du capitalisme. François a un corps de culturiste que je n'ai pas, même si je fais tout ce que je peux avec mon corps. Mais moi, ce n'est pas ça mon projet. Donc lui, il a ce corps du capitalisme, c'est-à-dire ce corps de l'idéologie dure et écrasante. Et moi, j'ai le corps d'un homme libre et qui porte les stigmates de sa vie, puisque quand on s'approche et quand on s'approche de la photo, on voit mes vergetures, on voit les trous, les petites cicatrices de ma liposuction, on voit les signes que je porte et qui disent de quelle caste je viens. Donc, il y a plusieurs couches qui sont importantes pour moi dans cette photo. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que dans toutes les expos que j'ai fait, les seules personnes... C'est drôle de montrer son sexe quand on est un homme, parce que les femmes regardent, et puis voilà. Les PD regardent, mais ils en ont toujours vu les plus grosses et les plus longues, donc voilà. Les seuls qui m'ont jamais fait, qui n'ont jamais osé me poser des questions sur la taille de mon sexe, c'est toujours des hommes hétérosexuels. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu chez les hommes, en général, par rapport à cette façon de montrer ses organes. Et c'est pour ça aussi que, et là la dernière fois, j'ai entendu ça à la télé, quel était ce Coé, l'horreur, le porc, qui disait « Ah oui, parce que quand même, une femme nue, c'est beau, mais alors un homme nu... » Et là, je me suis dit, ah ouais, effectivement, nous, on porte nos organes à l'extérieur. Et ça, c'est impardonnable. Voilà, c'est sale. Donc ça m'intéresse. Et puis ça m'intéresse aussi parce que ça fait 15 ans que je fais ça, et que mon corps, même si je lutte, mon corps dit son histoire aussi. Ensuite, et là on arrive au dernier chapitre, je vous entends soupirer. Toujours pas de questions, ça va? Pas de problème? Ok. Il y a un... Donc là, je vais vous montrer des photos, mais en fait, à la fin, je vais vous montrer 3 extraits de films, un extrait de concert, et là, pendant les photos, je vous parle, et ce sera bon, après, vous aurez des questions si vous y tenez. Il y a 13 ans, pardon, à l'issue d'une... Non, je sais pas, voilà. Il y a 13 ans, à l'issue d'une conférence comme celle-là, il y a une jeune fille qui est venue, une jeune fille qui m'avait servi de modèle nu pour le workshop qui précédait la conférence, qui est venue à la fin et qui m'a dit « Je ne connaissais pas votre travail ». Elle m'a dit ça avec une toute petite voix. « Je ne connaissais pas votre travail. Vous savez, moi, je suis une jeune chorégraphe, je débute. Et si un jour, j'avais besoin de vous, etc. » Je dis « Bah oui, bien sûr. » Parce que moi, je dis toujours d'abord oui. Et puis après, si c'est de la merde, je dis non une fois que je vois que ça ne va pas, quoi. Ce qui m'est arrivé assez peu. Hein. Et 3 ans après, d'une voix bien plus assurée, elle me dit « Bon, ben voilà, c'est moi, c'est Gisèle Vienne. » Dit ben là je fais un spectacle puis ben voilà, j'aimerais bien qu'on essaye. Donc moi j'avais pris des cours de danse en loose day, puisque la danse c'est pour les PD. Enfin ceci dit, dans le cas présent oui. Donc j'avais pas le droit de faire de la danse, donc j'avais été classically trained d'une façon assez courte pendant que j'étais louveteau justement. Et après, j'avais été très drogué, etc. Mais j'étais un grand sorteur. Et je faisais point d'honneur à être le meilleur danseur de la boîte, celui qui prenait le plus de place, celui qui était le plus étrange. Puisqu'à l'époque, on faisait la fête. On n'allait pas en boîte pour consommer de la fête. Donc, c'était quand même autre chose aussi. Ça, c'est parole de vieux, excusez-moi. Et puis là, j'ai découvert la danse contemporaine, que je ne connaissais pas. Et là, ça fait 12 ans donc, que je suis danseur de Gisèle Vienne. Je l'ai tatoué dans mon dos, comme ma galerie, d'ailleurs, que j'ai tatoué dans le dos. Et donc, là, on prépare le Sacre du Printemps pour l'Opéra de Munich. Et je signe aussi les masques qui seront sur scène. Et donc,
avec elle, j'ai tourné dans l'Europe entière, dans les plus grands théâtres, genre même le Festival d'Avignon, en In, etc. Machin, genre, incroyable. Et je découvre et je me fais à la fois une nouvelle corde à mon arc, en toute humilité, parce qu'en plus, dans la troupe, on a une ancienne de Pina Bausch qui s'appelle Anja Rodgakamp et qui nous donne des cours de danse. Et je peux vous dire qu'on ne peut être que très humble, parce que c'est vraiment très, très, très difficile. Et donc voilà, donc je suis devenu danseur, ou en tout cas performeur dans la danse contemporaine, grâce à mon travail, grâce aux photos, et les photos sont là grâce au dessin. En même temps, sur scène, je donne une petite partie de mes pauses d'histoire de l'art, je refais une petite scène de geste d'un des films de Brice Desperger, et je me travestis un moment, et à un moment je suis nu. Donc voilà, il y a aussi ce que j'amène comme matériau. Je ne suis pas uniquement d'autant plus à mon âge, petite quarantaine, je ne suis pas une page blanche, vous imaginez bien. Bon, ça c'est des photos de moi en concert, donc ça c'est, voilà. Ça c'est pendant une répétition de spectacle, voilà. Ça aussi. Alors ça, c'est un film que j'ai fait de nuit dans un musée où je reprends les pièces qui sont au mur, et c'est l'esquisse vidéo d'un film que j'aimerais bien faire dans un grand musée parisien, mais hélas, je crois que je n'y arriverai jamais parce que je n'ai pas beaucoup le talent de trouver des subventions. Et voilà, d'ailleurs, si vous voulez être artiste, étant donné que le marché de l'art, c'est un peu comme la planète, vous êtes trop nombreux, seuls, et c'est très malheureux, les plus compétitifs, c'est horrible de dire ça, y arriveront, c'est-à-dire apprenez à faire des dossiers, apprenez à serrer les mains. Parce que moi, j'arrive avec mon ton de vie, je suis arrivé, et encore très lentement par rapport à une moyenne, où j'en suis, c'est-à-dire pas finalement si haut que ça non plus, parce que j'ai commencé au XXe siècle. Pour vous, c'est pas la même chose. Voilà. Ah, et aussi petite parenthèse, mesdames, n'oubliez pas qu'il faudra bec et ongles 2 fois plus que les garçons, de toute façon, puisque la plupart des gens pensent comme le vieux Basélite, que vous ne pouvez pas être de bonnes artistes puisque vous avez des ovaires et que vous faites des enfants. Voilà. Et que de toute façon, même dans la vraie vie, vous n'êtes pas payé à salaire égal et à travail égal avec les hommes. Petit quart d'heure féministe. Voilà. Donc voilà, ça c'est moi dans mes grandes heures, là, là, machin, là, là, ça c'est moi, 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 ça c'est moi. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelques petits extraits. Avant vous de vous lâcher. Donc, tac. Alors, quand vous allez sur Vimeo, vous tapez Delsperger, D-E-2-L-E-S-P-E-R-G-E-R, et vous avez 3 films principaux qu'on a fait. Body Double X, le premier, celui grâce à qui on a eu notre carrière qui a fleuri tous les deux, c'est la reprise in extenso de L'importance d'aimer d'Andrei Zulawski, où je joue tous les rôles avec la voix en lip-sync des actrices et des acteurs, Romy Schneider, Fabio Testi, Klaus Kinski, etc. Ensuite, il y a un petit qui est Body Double 16, où c'est un mash-up entre Clockwork Orange de Kubrick et Woman in Love de Ken Russell, où je me bats contre moi-même en fliquette et après à poil, avec un look de jeu vidéo Zarbi. Et là, je vais vous montrer des tout petits extraits du dernier film qu'on a fait ensemble, parce que... Alors, vous pensiez que j'étais Brice Delsperger. Ce qui est... Oui, mais vous n'êtes pas la seule. Et le fait est que, bon, même si Brice est quelqu'un que j'adore, quand on dit ça d'abord, ça veut dire qu'on va dire le pire dessus. J'adore. Non, j'adore. Mais... Le truc, c'est que j'ai toujours été présentée comme l'actrice. Et ça me flatte. D'ailleurs, il y a un long métrage qui va sortir bientôt où je suis vraiment acteur avec ma vraie voix dans 3 scènes du film, qui est un film de Patrick Chia qui s'appelle Boys Like Us, qui va être présenté sûrement à Cannes dans Un certain regard. Yes, darling.
Le truc, c'est que Brice, c'est son travail. Son travail, c'est de faire des remakes avec des travestis ou des transsexuels ou des hommes déguisés en filles qui font une espèce de sexe étrange, de troisième sexe un peu flou. Mais quand il travaille avec moi, je dessine les costumes, je vais acheter les costumes que je n'ai pas dessinés, je dessine les coiffures et les maquillages, je me maquille, je me coiffe. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un problème d'auteur. Il y a un problème de... Voilà. Le dernier film qu'on était supposé faire, c'était... c'est dommage, on le fera peut-être bien plus tard. C'est un Pasolini. Et là, je l'ai aidé à choisir les scènes qui pouvaient être ensemble, etc. Donc j'avais de plus en plus ce que j'adorais, hein, d'importance dans le procédé. Et à chaque fois, j'étais juste actrice. Et ça me faisait chier. Et ce qui était un petit peu dommage aussi, c'est que le premier film, on l'a fait, et c'est ce qui fait toute la magie de ce film, je pense. Didn't he wind up all by himself? Ta gueule. On l'a fait avec 3 francs 6 sous. C'était toute petite économie, personne n'était payé, comme un Duras. Personne n'était payé, on a fait ça pour l'amour de... C'était merveilleux. Le dernier film, celui-là, en HD, avec webcam, etc., enfin steadicam, avec des locations différentes, etc., machin, j'étais moins payé que le steadicameur. Et à un moment, j'ai dit, bon, bah, ciao, quoi, voilà. Donc là, on en a parlé, on en a rigolé, et je lui ai dit, écoute, à ma prochaine chirurgie, on essaye d'en refaire un. Il m'a dit, oh oui, ce serait drôle, voilà. Donc là, je vais vous présenter quelques petits, voilà. Crying his eyes out in some place with a very bad climate. But he also had a good time first. A very good time. Are you here with anyone tonight, Alice? With my husband. Oh, how sad. But then I'm sure he's the sort of man who would not mind if we danced. What do you do, Alice? Well, yes. And a man walked out of the woods. He was the man from the hotel, the one I told you about. The naval officer. He stared at me. And then he just laughed. And then he just laughed at me. Let me see you open your eyes. There you go. Come on. Come on. Look at me. 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 Look at me, Mandy. Good. Good. Nothing more. But I could hardly move. That afternoon, Helena went to the movies with her friend, and you and I J'avais 8 made kilos de plus que love. maintenant. Hein. Ne vous fiez pas à ces fesses-là, elles ne sont plus à moi. I think I've been more afraid of the way it was actually going to happen than his death itself. Have you had a chance to phone any of your relatives? I tried to call my stepmother in London, but she was out. My boyfriend Carl is making some calls, and he'll be coming over soon. I think you've met
Carl here a few times? Yes, I remember him. He's a teacher, isn't he? A math professor. We're going to get married in May. That's wonderful news. Congratulations. Thank you. Carl has a new teaching appointment at the University of Michigan. Voilà. Pour reparler quand même un peu mieux de ces films, si c'est la même personne qui fait tous les rôles, les dialogues tournent au monologue. Et donc, l'histoire prend une toute autre tournure et la faculté du spectateur, quant à s'identifier à l'un ou l'autre des personnages, là, il est obligé de diffracter complètement la chose. Ensuite, ce qui me plaît beaucoup plus, et c'est aussi pour ça que j'ai, je ne sais pas de quel côté de mon crâne, l'idéogramme Onnagata, qui est les gens du théâtre kabuki qui font les rôles de femmes, moi je le prends comme du théâtre, c'est-à-dire que les maquillages ne sont pas des maquillages de cinéma, ce sont des maquillages qui se donnent à voir comme des plâtras, vraiment des masques. Les scènes de contact avec moi-même sont faites par des doublures à qui on appose plus ou moins bien, plus ou moins finalement, mes tatouages et qui portent un masque en latex de moi. Les perruques sont clairement des perruques et les incrustations vidéo bougent et les échelles varient, ce qui fait que c'est vraiment un jeu de fantômes qui portent tous en eux leur propre espace. Donc, il ne s'agit pas d'être... C'est pas Spielberg, c'est pas un truc super léché avec des incrustations vidéo. Ça ne m'aurait pas du tout intéressé comme projet artistique. Ce qui me plaisait, c'était l'accident. C'était comme pour mes dessins. Et nous allons finir sur une chanson, parce que moi j'aime finir sur une chanson, qui correspond d'ailleurs assez bien à ma façon de réinterpréter les choses. Donc là, il s'agit du dernier concert qu'on a fait à Beaubourg. Je vous demanderai si c'est possible de gommer le guitariste qui n'appartient plus à la troupe mentalement. Voilà. Et donc, il s'agit de Anarchy in the UK des Sex Pistols. Connexion. Bon, enfin, vous voyez à peu près ce que ça peut donner, c'est pas la peine non plus. Bah oui, mais là, la magie est déjà brisée. Tu vois, puis en plus, ça n'avance plus. Hein. Donc, bon, de toute façon, vous faites I Apologize Bobo, vous avez tout, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des questions? Je le savais. C'est difficile.
Mais oui, mais c'est pour ça que je le savais. Mais oui, oui, genre. Oui, c'est vrai que c'est très difficile, mais peut-être ça va aider d'autres à prendre la parole. Mais je trouve que tu as passé trop vite sur. Tu sais, c'était à un moment donné, on regardait les dessins, tu parlais de la figure humaine, et puis tu disais, ouais, bon, mais tu as des animaux qui sont vraiment bien. Alors tu t'es attardé sur Phantom of the Paradise avec le sigle de Death C'est vrai qu'il y a Record des et tout singes, ça. des porcs, oui, c'est vrai. Mais tu as aussi parlé de l'autoportrait. Et tu pourrais nous en dire plus sur cet autoportrait c'est un merle. C'est un petit oiseau, oui, c'est un moineau. C'est un moineau. Et Oui. il a le bec un peu long pour un moineau, mais pour moi, c'est un moineau. Et c'est un dessin qui s'appelle Les Tuileries. Les animaux me permettent de faire comme Ésope, ou enfin, les animaux, c'est nous, comme La Fontaine. Et c'est aussi des digressions par rapport à la figure humaine. Et puis les animaux, c'est nous. Voilà, c'est surtout ça. Il y a le challenge de dessiner un animal et de donner un intérêt à un dessin animalier. Mais quand je me présente comme un gros cheval qui se serre dans un corset, ou comme un moineau qui manie un cran d'arrêt plus grand et plus lourd que lui, voilà, les choses sont dites dans l'image. Mais c'est vrai que, et de plus en plus, j'utilise les animaux. Donc oui, pas tant exotiques, mais il y a beaucoup de chiens, beaucoup de chats, beaucoup de porcs, quelques rats. Enfin, un peu comme dans la rue, en fait. Finalement, voilà, ces animaux, c'est aussi nous par intermittence. Alors, je me suis posé la question parce que quand tu parles de ton corps, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose que limite tu subis ou que tu essayes en permanence de... Enfin, il y a un vrai détachement entre ce que tu peux être toi et le corps que tu donnes à voir et tout ça. Et du coup, je me demandais si des fois il y avait eu des essais ou une envie de justement, au lieu de passer... dans ton travail artistique par une représentation du corps ou une monstration du corps, s'il n'y avait pas que des essais de s'en détacher totalement, de partir complètement sur autre chose, de se libérer en quelque sorte de cette prison, quoi, je sais pas. À part les toutes petites récréations que je m'octroie de paysages ou d'animaux, le corps restera mon boulet, ma question, mon triomphe de courte durée généralement, parce que le corps, c'est là-dedans que j'habite. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup les écrits de Fakir Moussafar, qui est celui qui a emmené tous les modernes primitifs dans les années 50-60 aux États-Unis, qui a inventé ce mouvement. Et c'est d'ailleurs grâce à Fakir Moussafar et à ses descendants qu'on se retrouve avec des piercings et des tatouages maintenant. Quand j'ai lu qui disait qu'on habitait dans ce corps qu'on n'avait pas choisi, et moi encore moins que les autres, et qu'on était là comme prisonnier d'un appartement qu'on vous aurait octroyé. Comment faire ? On abat des cloisons, on repeint les murs, on rajoute un balcon, on met des lustres, voilà. Donc, voilà, je parle de ce vaisseau parce que c'est aussi ce que j'ai de commun avec les gens qui regardent mon travail. C'est la première communauté, peut-être la seule communauté que j'ai avec la plus importante que j'ai avec mes congénères, c'est que nous habitons des corps et que ces corps sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des vaisseaux qui, s'ils n'étaient pas animés de culture et de fantaisie, ne seraient que des
outres à merde et des sacs de bactéries. Donc, la chose à réenchanter d'urgence, en général, c'est le corps. Et c'est à cause du corps que tout va mal aussi, parce que généralement, ce sont des hommes qui gouvernent. Or, les hommes, c'est la testostérone. La testostérone, qu'est-ce que c'est? La testostérone, c'est l'hormone de la prédation. J'en sais quelque chose, puisque là, je m'en injecte des masses. Et je peux vous dire que ça change beaucoup le comportement. Nous sommes victimes de nos hormones, nous sommes victimes de notre chimie. On vient de voir dans le secteur médical que le deuxième cerveau du corps, c'était l'estomac et le tube digestif, et que tout ce qui se passait là-dedans influait sur la pensée elle-même. Donc le truc, c'est que voilà, on est cet animal-là, et cet animal-là, ça peut être à la fois ce qui nous perd et ce qu'on peut transcender. Voilà. Et c'est mon paysage. Voilà. Et quant à mon propre corps, oui, c'est un champ de bataille, c'est sûr, mais c'est tout l'intérêt de la chose aussi. Les gens qui font profession corporelle avec facilité ne m'intéressent pas. François Sagat est un homme de petite taille qui souffrait de rachitisme et qui s'est créé une cuirasse. J'aime les gens qui transcendent leurs faiblesses et voilà, et les peuples qui arrivent à transcender leurs faiblesses et voilà. Le corps, c'est ma première question. C'est pas pour rien que j'ai commencé à être prostituée. C'est que ma première valeur, ça a été mon corps, et c'était la première chose qui m'a permis de m'émanciper à mon milieu, au bain politique et idéologique. C'est mon corps. Et c'est mon corps le premier outil de mon travail artistique. Quand je dessine, comme j'ai pas la chance d'avoir tout le temps un modèle nu, moi, mon homme, il habite à Genève, et j'ai très peu d'amants. Pauvre Jean-Luc. Si le cœur vous en dit. Et du coup, moi, d'ailleurs, c'est une chose très sexuelle que je vais dire, mais les dessins, je les finis au miroir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis nu chez moi, et que quand je ne peux pas finir un corps correctement parce que le document photographique est incomplet ou il ne me plaît pas, c'est moi, mon modèle au miroir, qui me finit tout seul. Voilà. Justement, pour rebondir sur cette idée de réflexion, je voulais savoir s'il y avait eu un enjeu au niveau de l'inversion et de la symétrie du transfert. Est-ce que ça offrait un nouveau regard sur le travail, sur le dessin? Est-ce que tu l'as utilisé? Alors, je l'ai utilisé. En fait, c'est le truc de l'autre côté du miroir. Voilà. C'est passer à travers le teint du miroir. Très vite, l'idée m'a suffi. Mais j'arrive à lire mes différentes addictions. Là, je suis pour l'instant uniquement accro à la testostérone, et un peu à la cigarette. Mais depuis 5 ans, c'est la première fois de ma vie, depuis que j'ai 13 ans, où je ne suis pas polytoxicomane. Et en fait, j'arrive à lire dans les inversions. Il y a des dessins que je n'ai pas pris la peine de retourner avant de les retourner. Et donc, où j'étais passé de l'autre côté. Voilà. Mais ça, c'est la petite histoire domestique de mon dessin. Pour ce qui est de la relecture d'un dessin, parce qu'il est à l'envers par rapport à l'endroit, c'est la même gymnastique que de travailler les contrastes en mettant le dessin tête en bas pour voir s'il y a une circulation de lumière et de noir et de gris. Voilà.
Bonsoir. Moi, j'ai une question qui a rien à voir. Je suis là. Mais c'est important pour moi, en fait. Bah alors dis. Je voudrais juste savoir ce que vous pensez des lapins. Ce que je pense des lapins, Oui. je n'aime pas les manger parce qu'ils ont des tout petits os. Qu'est-ce que je peux penser des lapins? Si j'ai fait un dessin avec un lapin, d'ailleurs, j'ai fait un dessin, d'ailleurs c'est très troublant ce dessin, un dessin pas très joli que j'avais fait dans ma période d'amphétamine, et je m'étais tellement acharné sur les noirs au stylo à la fin que le papier était tout troué. Et c'est un lapin noir qui encule une bunny girl. Et en fait, 3-4 ans après, j'ai vu quasiment le même dessin en symétrie qui avait été fait par Félicien Rops d'une femme nue, maigre, qui se faisait prendre par un lévrier. Ça a été le seul lapin de ma... Ça a été mon seul lapin. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur les lapins. J'aime beaucoup les bunny girls. Ah si, j'ai fait un portrait de Jésus en bunny girl. Parce que vous avez remarqué que cette crucifixion légèrement hanchée, si vous enlevez la croix, les clous et que vous remplacez avec des grands gants, etc., c'est quand même extrêmement bunny girl. Voilà. Merci. Mais de rien. Oui. Moi, je voudrais revenir sur cette notion du corps comme champ de bataille, moyen de... Enfin, vraiment comme quelque chose de difficile à s'entendre avec. Pour moi, il y a... Enfin, je me pose la question s'il n'y a pas quelque chose qui est presque d'un ordre... Dans un ordre d'idée presque de la schizophrénie, de la manipulation, en fait, enfin, mettre marionnettiste de son... Alors, ce serait le cas si je croyais en mes propres mensonges, premièrement. Ce serait le cas si je me laissais avoir par mes artifices. D'autant plus que mes expos solo depuis 20 ans s'appellent toutes « Jean-Luc Vernin, vous n'êtes pas un peu beaucoup maquillé ?» Non. Mais ce qui me plaît dans l'artifice et ce qui me plaît aussi dans ce que je fais de trituration de mes dessins et ce qui me plaît dans ce que je fais en tant qu'actrice pour Brice Delsperger, c'est que, et ce qui me plaît avec ce visage-là, c'est que qu'est-ce qui reste? C'est ça ce qui me plaît. On met des tatouages, on fait une chirurgie, on met une lentille, on met de l'eyeliner, des faux sourcils, on rase. Mais qu'est-ce qui subsiste? Ce qui subsiste, c'est ce qui est inchangeable, c'est le même. Et ce qui me plaît dans un dessin, c'est de le triturer, de l'enterrer sous des effets, parce que c'est l'essence du dessin qui survit. Et c'est la seule chose intéressante. Donc, il s'agit de rester le même à travers tout ce qu'on peut imaginer. Ça aurait un rapport avec une aura ou... Non, non, ça a un rapport avec une, si possible, alors je vais rester quand même humble, mais le mot c'est ça, avec une force d'incarnation. Ça, c'est vraiment, c'est pas l'aura, c'est vraiment dans la chair. Voilà. Par exemple, je sais qu'il y a fait subir à un visage les mêmes choses que ce que je fais subir à mon visage. Il y a des gens qu'on ne verrait plus, qui seraient enterrés sous les effets et qui seraient des masques et pas des visages ornés. Pareil pour mes dessins. Un dessin, si on prend un dessin, ce qui m'arrive aussi, un dessin de moindre qualité, je le soumets à ma broyeuse et il en sort une image qui est épuisée. Donc, je ne la montre pas. Voilà, si ça répond. Oui, merci. Comme ça, on n'a pas l'impression que vous pouvez vous écrouler.
Mais tant mieux, j'y travaille. Non, mais il ne s'agit pas de s'écrouler. Non, ah ben non, surtout pas. Mais ceci dit, quand je m'écroule, ce qui m'arrive, je sors de scène. C'est juste ça. Il y a des choses qu'on n'offre pas au public et qu'on n'offre pas au miroir. Quand on passe des années en dépression, on sort peu, on ne se montre pas, on ne fréquente plus ses amis, on ne répond pas au téléphone, on n'ouvre pas sa porte. On attend de redevenir montrable, d'abord à soi et du coup aux autres, et intelligible, et compréhensible, et surtout de pouvoir travailler. Parce que c'est bien beau de pouvoir... c'est à la portée de beaucoup de gens de pouvoir faire les oiseaux et les clowns et les pitres, mais ça n'est une qualité que si ça produit quelque chose, que si c'est quelque chose qui est au travail pour une raison ou pour des raisons. Donc voilà, moi, ma qualité principale, c'est d'être un artiste qui travaille. Je pourrais travailler plus, hein, ceci dit. Mais ma qualité, c'est d'être un artiste au travail. Voilà. Et m'écrouler, oui, je m'écroule. Je m'écroule d'ailleurs assez régulièrement. Mais bon, voilà, on ne s'écroule pas devant les gens, on essaie de se tenir. D'ailleurs, je ne me tiens pas très bien. On essaie de se tenir, on essaie de... Voilà, parce qu'il y a un public, où il y a des amis, où il y a le miroir. Moi, je vis avec mon miroir, donc de toute façon, voilà, je sors de mon lit, je rentre le ventre. Quand j'en ai. Bonsoir. Mais en fait, il y a cette question de l'incarnation qui passe par l'incorporation. Enfin, il y a la double chose, incarnation, incorporation. Et puis je pense, en vous voyant, en vous écoutant, même s'il y a une très grande distance avec la question religieuse, que vous dégagez une très grande spiritualité. Parce qu'il y a quelque chose du souffle, une forme d'âme. Merci. Mais c'est très involontaire. Ça n'est pas mon travail. Mais tant mieux. Je pense que si, parce qu'en fait, vous vous rappelez les crânes surmodelés. C'est comme si vous aviez anticipé vous-même sur votre propre, mise au tombeau. Et mise au tombeau sculptural. Oui, mais ça, c'est commun à tous les malades du sida. Non, on n'en est pas là. Bah, il y a ce rapport. Si, c'est la question. C'est la question. On en est là, et on en est là aussi quand on est dans le processus du vieillissement avec moins d'abstraction que quand on a 25 ans et qu'on a peur d'en avoir 30. C'est juste ça. Et tout le reste n'est que la traduction de ces choses, en fait. Mais après, s'il y a cette sorte de souffle qui peut être perçu, mais c'est merci beaucoup, c'est un cadeau. Voilà. J'ai envie de dire, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, mais attention, c'est poison. D'accord. Merci beaucoup de votre patience.